Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Nous commémorons aujourd'hui les 25 ans du référendum de 1995. L'événement dans notre histoire, nous le savons, se présente à la fois comme un aboutissement et un avortement. Un aboutissement parce que l'histoire du Québec conduisait naturellement à l'indépendance, un avortement parce qu'elle n'a pas eu lieu et que nous payons depuis le prix de cette défaite. Que retenir de ce moment de notre histoire? Pour en parler, je reçois le directeur de l'Action nationale, Robert Laplante, certainement les intellectuels indépendantistes les plus importants du Québec contemporain. Robert Laplante, bonjour. Bonjour. Alors, question première, 1995, vous en êtes témoin, vous en êtes aussi un acteur à votre manière. Je me permets simplement, pour commencer la réflexion, la discussion, pourriez-vous nous dire de quelle manière vous avez participé au référendum de 1995? D'une manière très engagée, comme toujours à l'Action nationale, nous avons sauté véritablement dans la mêlée, avec les moyens qui étaient les nôtres et avec la manière qui était la nôtre et qui est toujours la nôtre. Nous avons fait un travail très intense d'action intellectuelle durant ces périodes-là, en produisant beaucoup de numéros thématiques, et dont un en particulier s'intitulait « Prends ton pays en main », qui visait à documenter et à outiller les militants et nos concitoyens dans le débat qui s'amorçait. J'ai donc participé à titre de président de la Ligue d'Action nationale et de membre du comité de rédaction de la revue que dirigeait alors Rosaire Morin. J'ai donc participé à de très nombreux événements, des débats, des conférences, au ras des pâquerettes, c'est-à-dire dans des rencontres avec des groupes de citoyens et dans toutes les régions du Québec. Donc, si je puis me permettre, sur quel aspect aviez-vous axé votre travail à ce moment-là? Nous avions axé notre travail sur la critique du régime canadien et de ce qu'il entravait la société québécoise dans son développement. Notre objectif était de bien faire comprendre et ça reste encore à démontrer aux militants souverainistes que ce qu'il fallait réaliser, c'est qu'il nous fallait sortir du Canada parce que nous n'en étions pas libres de faire, nous n'y étions pas libres de faire les choix que le Québec a besoin de faire pour promouvoir son intérêt national. Bien sûr, il y avait les vexations, il y avait le racisme, il y avait les préjugés grossiers à l'égard du Québec et de sa culture. Il y avait toujours cette aversion du Canada pour toute manifestation de la langue française et de la culture québécoise. Mais nous disions que ces vexations-là, même si elles disparaissaient, n'abolissait en rien l'essentiel de l'argumentaire pour lequel il fallait sortir du Canada, c'est-à-dire que nous y étions minorisés à la merci d'une majorité hostile et indifférente à nos intérêts nationaux. Donc, votre engagement était en quelque sorte extérieur aux instances officielles, mais vous avez aussi participé au comité de stratégie souverainiste. Nous avons participé, Rosaire Morin et moi, une seule fois à une rencontre à l'invitation du gouvernement. C'était un comité de stratégie, il y en a eu plusieurs, je me souviens pas lequel exactement, qui travaillait, qui avait convoqué une vingtaine d'intellectuels et de militants des mouvements du mouvement national à réfléchir sur quelques aspects de la stratégie. Rosaire Morin et moi avions beaucoup insisté à ce moment-là sur la nécessité d'élaborer un plan B, c'est-à-dire de nous préparer au cas où il y aurait un échec. Ça a eu l'effet d'une douche froide dans ce comité où l'optimisme était, je dirais,
et je le disais aussi à l'époque, assez candide quant à cette idée que nous allions entreprendre une campagne référendaire en pensant que le Canada allait jouer fair play. Notre intervention a suscité des réticences certaines et nous n'avons plus été réinvités aux rencontres du comité. C'est comme ça que nous avons vécu la campagne référendaire, c'est-à-dire mobilisée sur l'essentiel, mais un peu préoccupé, pour dire le moins, de l'état d'impréparation à l'endroit d'un Canada dont nous n'attendions rien de bien. Alors, nous allons faire porter l'essentiel de l'émission sur le référendum, mais pour bien comprendre le référendum lui-même, il faut quand même voir comment l'idée d'indépendance réapparaît dans la vie politique québécoise du Québec au 20e siècle. Et est-ce qu'on peut dire que l'idée d'indépendance, après la longue congélation de la fin du 19e siècle, début 20e, réapparaît dans notre vie intellectuelle et politique ensuite, au lendemain de la Première Guerre mondiale, ou à tout le moins au début des années 20, avec Lionel Groulx et la grande enquête sur notre avenir politique? Est-ce qu'on peut dire que l'histoire de l'idée d'indépendance au Québec, au 20e siècle, commence dans les années 20? Ah, très certainement. La revue L'Action française, comme s'appelait à l'époque l'Action nationale, va naître essentiellement dans un contexte très particulier, 1917. C'est le moment où le Canada célèbre le cinquantenaire de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, de sa confédération, et particulièrement fier de lui, qui est satisfait de la façon dont les choses évoluent. La revue ne l'est pas du tout. Elle va émettre le premier grand couac sur cette satisfaction-là, et elle va le faire dans un contexte aussi qui est particulier, c'est celui de l'adoption du règlement 17 et de l'interdiction d'enseignement du français en Ontario. Mais l'indépendantisme qui va se formuler dans la série des grandes enquêtes que va mener la revue pendant la première moitié des années 20, cet indépendantisme-là, c'est un indépendantisme très réaliste. Il n'est pas seulement dérivé vers les principes et l'idéal, c'est un objectif lointain. Pourquoi? Parce que au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Québec est dans une situation économique lamentable. Il a été littéralement écrasé sous une industrialisation et une prolétarisation massive qui a fait disparaître à peu près l'essentiel des gains qu'il avait pu réaliser à la fin du 19e siècle. Alors, les indépendantistes de l'Action française sont convaincus qu'il s'agit d'un idéal lointain, non pas parce que on peut s'accommoder du présent, mais bien parce que ce présent-là détermine l'action. Ils sont convaincus, et je crois qu'ils avaient raison, que le Québec était trop dépossédé pour penser politiquement, réalistement, réaliser l'indépendance à court terme. Alors, quel programme politique se donne le mouvement nationaliste au début du 20e siècle? Donc, le programme politique que va se donner la revue et le cadre général de restauration de l'idée d'indépendance, c'est celui de la reconstruction à partir du terrain, pouce par pouce, reconquérir des espaces de liberté, des espaces d'émancipation. Ça va devenir plus intense encore à la fin des années 20, quand la crise économique va achever de laminer les positions qu'occupait la petite bourgeoisie canadienne-française dans le système canadien, et bien sûr, devant le spectacle affligeant d'une prolétarisation massive. Cette idée de reconstruire, pouce par pouce, à partir du seul terrain que nous possédions, c'est-à-dire l'espace de relégation que constituait l'agriculture et les territoires des régions, ben, ça va donner lieu à diverses formulations de programmes économiques et de programmes politiques qui vont, si on veut faire une histoire courte,
qui vont se résumer sous la bannière de la conquête de l'autonomie provinciale, plusieurs considérant que en occupant tout l'espace disponible dans les compétences que autorise et que partage la Constitution de 1867, le Québec pourra devenir plus fort et assez fort pour entreprendre de rêver directement à l'indépendance. Ce courant va rester minoritaire puisque une large part des élites nationalistes restent quand même orientées sur les mirages, je dirais, que leur laissait entrevoir, que leur faisait voir les partages des compétences. Alors, ça va être une action, l'autonomie provinciale, qui va être dirigée vers les réformes constitutionnelles, vers la revendication de plus de pouvoir, mais à l'intérieur du Canada, les plus optimistes et ceux qui voient à plus long terme pensent qu'il y a une solution de continuité là, entre cette autonomie provinciale qui va en s'élargissant et son débouché naturel sur l'indépendance. On a là la matrice de base de ce qui deviendra le programme de la Révolution tranquille. Alors, la Révolution tranquille, vous nous y conduisez. Une petite question sur la Révolution tranquille. L'indépendance renaissait intellectuellement au début des années 20. Dans les années début 60, 57 avec l'Alliance Laurentienne, mais disons 60 avec le RIN, l'indépendance renaît. Comment l'indépendance renaît à partir des années 60 et comment nous conduit-elle, donc de 1960 à 1980, au premier référendum? Pourquoi l'indépendance renaît-elle à ce moment et pourquoi échoue-t-elle en 1980? Qu'est-ce qui va expliquer ce premier échec, ce premier rendez-vous? Et peut-être même dès la fin des années 60, hein, c'est quand même le Vive le Québec libre, c'est égalité ou indépendance de Johnson. Comment expliquer le premier échec de la renaissance indépendantiste de 60 à 80? L'indépendance renaît de façon plus affirmée comme objectif politique, programmatique, avec la naissance de l'Alliance Laurentienne, avec la RIN, comme vous venez de le dire, essentiellement devant deux bilans. Le premier, qui est celui que les revendications constitutionnelles n'avancent pas, qu'elles ne permettent pas au Québec d'obtenir les moyens dont il aurait besoin pour satisfaire ses aspirations. Et un deuxième bilan qui, lui, est assez effaré, c'est que le Canada a accentué le rythme de sa centralisation avec la mise en place des programmes de modernisation qui vont suivre la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un bilan inquiet sur le rythme de progression des revendications constitutionnelles et un bilan encore plus inquiet sur la centralisation et ses effets sur le développement du Québec. Dans cette perspective, la Révolution tranquille se déploie sur ce double revistre et ce double revistre va être traversé, si on veut, part en part, par le débat sur quelle est la façon d'en sortir le plus efficacement et le plus rapidement. Alors, il y aura les indépendantistes qu'on qualifierait aujourd'hui de pur et dur du RIM et ceux qui pensent que une affirmation plus radicale de l'autonomisme provincial dans des revendications plus affirmées sur le rapport de négociation nécessaire avec le Canada devrait conduire normalement à l'émancipation du Québec. C'est ce que va provoquer, c'est ce que va poursuivre plutôt le MSA, le Mouvement Souveraineté Association, qui naît essentiellement de cette impatience et de ce débat à l'intérieur de la classe politique quant à la portée réelle d'une nouvelle négociation avec le Canada. Et évidemment, c'est sous les inquiétudes reformulées devant les premiers développements et les premières bousculades de la Révolution tranquille avec le programme de modernisation du Parti libéral, que ça va trouver à se cristalliser. Ce sera Daniel Johnson, père, qui va le thématiser dans
un programme politique, un ouvrage, Égalité ou indépendance, qui témoigne de l'impatience d'une partie de l'élite et qui pose les termes politiques de la négociation avec le Canada. Le Parti libéral ne survivra pas à ce débat. C'est essentiellement ce qui mènera au schisme avec René Lévesque et son aile nationale. Et l'Union nationale périra sous son propre ultimatum d'égalité ou indépendance dans une suite d'événements assez tragiques. D'abord, Daniel Johnson a des graves ennuis de santé qui vont finir par l'emporter et il est soumis à des pressions considérables pour ramener son questionnement à des formulations plus suaves, disons. Et c'est évidemment un événement qui synthétisera, qui illustrera tout ce débat à l'intérieur de l'élite de collaborateurs du régime fédéral au Québec, quand Paul Desmarais ira rejoindre Daniel Johnson, qui est en convalescence, si mon souvenir est bon, c'était à Hawaï, pour lui faire l'ordre, peut-on dire, de retraiter sur la question de l'indépendance et le contraignant sous des menaces dont on ne sait que de brèves évocations qui ont été synthétisées dans la formule célèbre « pas de mur de Chine autour du Québec ». Oui, je veux juste vous relancer sur cet élément, c'est-à-dire il y a un élan à la fin des années 60, il semble avorter justement peut-être avec la figure de Johnson, mais cet avortement va être reconduit finalement. C'est-à-dire à partir, on pourrait dire que l'échec de 80 est annoncé dans le début d'avortement de la fin des années 60. Très certainement, très certainement. Le fait que on est contraint l'Union nationale à retraiter sur les termes de cette alternative témoignait déjà d'un déchirement profond à l'intérieur d'une partie de la classe politique et de l'élite économique canadienne-française quant à ce que doit comporter un programme de plus grande autonomie pour le Québec. Et c'est ce retrait de la menace, si on veut, ou de l'alternative indépendantiste qui va signer l'enclenchement d'une dynamique qui mènera au référendum de 80, c'est-à-dire une dynamique dans laquelle le débat va être retraduit dans les termes qu'Ottawa veut bien obtenir, et ce sera, on se rappellera, la conférence de Victoria sur une formule d'amendement de la Constitution que finalement Bourassa renoncera à signer, et ce sera là essentiellement l'amorce d'une série d'interminables discussions avec Ottawa, des discussions qui sont toujours à ce moment-là stériles, strictement occupationnelles, et évidemment la société et l'économie et la démographie continuant d'évoluer, Ottawa continue d'avancer ses pions, continue d'imposer ses programmes et sa centralisation. Et c'est l'élite canadienne-française, c'est la classe politique qui, elle, ne parvient pas à faire son unité sur un programme de base et elle va rester traversée par cette idée que le Canada n'a pas donné toutes ses virtualités. Et ça va culminer avec le discours de Trudeau de la campagne référendaire de 80, on s'en souviendra. Un vote pour le non, ce sera un vote pour le changement. Habilement manipuler cet engagement-là par un Trudeau qui va laisser entendre que le référendum ouvrirait des discussions constitutionnelles à la satisfaction du Québec. Ce n'est pas ce qui s'est passé, évidemment. Alors, 1980, échec du référendum, premier échec d'indépendance.
1980 à 1990, la vie politique québécoise se redéploie autour de la question constitutionnelle. Échec à nouveau d'une tentative de réforme constitutionnelle en 1990 avec l'accord du lac Meach. Et l'idée d'indépendance qui était disparue du paysage dans les années 80 revient au cœur de la vie politique autour d'un personnage, donc d'un contexte, l'échec de Meach, mais d'un personnage, Jacques Parizeau. Et là, on arrive vraiment sur la question du référendum de 95. On va l'entourer de toutes les manières possibles. De quelle manière le retour de Jacques Parizeau change le cours de l'histoire à la fin des années 80? De quelle manière peut-on dire que si Parizeau n'est pas là à la fin des années 80, s'il reprend pas la direction du Parti québécois, eh bien, de quelle manière peut-on dire que l'histoire se serait écrite autrement? Autrement dit, est-ce que sans Parizeau, il y aurait eu un référendum en 1995? Certainement pas. Le résultat de 80 a été de semer le désarroi au Parti québécois et plus globalement dans le débat politique, les différentes initiatives qui ont accumulé les échecs un derrière l'autre menaient essentiellement le Parti québécois à une difficulté majeure. Dès le coup de force de 81-82, le rapatriement de la Constitution, et on se souviendra là-dessus du fameux discours de René Lévesque au Parc Laurier, où, réavissant au rapatriement et à l'imposition de la Charte canadienne et du règne sans partage d'Ottawa sur le Québec, René Lévesque avait entrepris de convoquer ses militants à mener sans relâche le débat de légitimité et de se poser et de s'opposer directement au gouvernement fédéral. Évidemment, la presse fédéraliste s'est empressée de camper la chose comme étant la tentation de la radicalisation, alors que dans les faits, le PQ venait de réaliser que l'ambiguïté dans laquelle il s'était installé avec son programme de souveraineté association, qui était un programme où, essentiellement, on pensait que l'accession à la souveraineté ne serait qu'une continuité et non pas une rupture avec le Canada, et que tout cela pouvait se faire et se négocier dans un contexte de fair play. Évidemment, les années post-référendaires de 80 établissent très clairement qu'il ne se passera rien de ce côté-là et que dans les faits, les jeux sont faits. Le Canada n'a pas l'intention de bouger puisque même les conditions minimales de Meach et encore plus minimales de Charlottetown sont considérées comme irrecevables. Et Jacques Parizeau apparaît. Et Jacques Parizeau apparaît essentiellement à la tête d'une faction qui est d'une frange du Parti québécois comme étant celle des indépendantistes. La coalition que le PQ avait mis en place sous René Lévesque, c'était un mélange d'indépendantistes et d'autonomistes, et les partisans de la réforme et de l'accès à l'indépendance comme résultant d'un processus de négociation et de réaménagement, ben là, ils sont en déconfiture puisque, évidemment, le Canada se manifeste dans sa vérité la plus élémentaire. Parizeau reprend donc un parti qui s'en va nulle part, qui est en lambeaux, qui a connu une démobilisation massive de ses militants, de ses adhérents, et il entreprend donc de reconstruire la coalition péquiste, mais cette fois-là sous l'égide d'un indépendantisme assumé. Alors, Jacques Parizeau, 1988, prend la direction du Parti québécois. Les élections, donc on connaît la séquence, 90, l'échec de Meach, 92, Charlottetown, 93, le Bloc québécois, Lucien Bouchard, qui devient l'opposition officielle à Ottawa. Mais j'aimerais centrer ça sur Parizeau un instant parce qu'il y a quelque chose chez lui de particulier. Il nous a souvent dit, dès 88, je commence à planifier mon référendum. Et on a compris que le référendum de 1995, si on l'avait emporté,
eh bien, jamais le Québec n'aura été aussi près, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan des frontières, que ce soit sur le plan de la transition administrative. Dans quelle mesure peut-on dire qu'en 1995, au-delà de la campagne que nous allons perdre, en tant que tel, à quel point Parizeau avait-il préparé véritablement le Québec à la souveraineté? Parizeau avait fait un travail impeccable de préparation pour le oui, auquel cependant, programme de travail, il manquait un élément majeur qui était un plan de repli en cas de difficulté, d'obstacles imprévus. Et la raison pour laquelle il n'y avait pas ce plan de repli tient, à mon avis, à cette idée qui traversait toute la classe politique et qui domine encore, qui était celle de croire que le Canada se conduirait de manière équitable, que ce serait le fair play. C'est mal connaître la nature de l'État, c'est un monstre froid, et la raison d'État a prévalu avant, pendant et après le référendum de 95. Oui, je dire raison d'État parce qu'on parle souvent de 95 de référendum volé. Ben tout à fait, parce que effectivement, Ottawa, et on le sait, a mobilisé des ressources faramineuses au mépris et sans tenir compte d'aucune manière du cadre juridique législatif québécois. Ottawa n'avait rien à faire des lois encadrant le référendum et des camps du oui et des camps du non. Il a, pour la galerie, fait la mascarade, mais dans les faits, il a déployé tous les moyens, légaux ou pas, pour infléchir le résultat. Et en dépit de toutes ces manœuvres, il a failli échapper le résultat. Et ça, c'est là où les choses se sont jouées. C'est que devant ces manœuvres grossières, comme celle, par exemple, du Love-in du 29 octobre, comme celle des programmes de publicité où les entreprises canadiennes ont, de façon plus ou moins subliminale, endossé la campagne du non dans toutes sortes de messages sur que ça allait des voitures au savon. On avait partout des jeux de mots, des allusions sur le mérite du non, etc. Tout ça répondait essentiellement à une volonté de la part de l'État, okay, d'occuper le terrain et de se manifester comme le Canada l'a toujours fait à l'endroit du Québec, c'est-à-dire comme une puissance d'occupation. Et ça, l'élite québécoise restait incrédule en avant de ça, parce que, évidemment, faire ce constat du vol et des exactions et de la volonté d'Ottawa de passer outre à tout le dialogue civilisé, ça renvoyait à une ouverture franche et explicite du conflit des légitimités. Alors là, c'est ce qui va marquer cette campagne référendaire-là. Les adversaires de l'indépendance ne reculeront devant rien parce qu'ils se sentent en toute légitimité. Et on l'a vu encore récemment où le président d'une grande entreprise de communication se glorifiait d'avoir transgressé les lois pour sauver son Canada, au mépris, bien entendu, de ce que les Québécois pensaient comme étant une pratique civilisée. Vous l'avez évoqué, il y a une mobilisation quand même, parce que le Canada fait l'échapper en 95, malgré la raison d'État canadienne, 49,4% pour le oui. Ça nous amène à la question de la coalition pour le oui. Alors, il y a trois grands éléments politiques. Jacques Parizeau, le représentant de l'indépendantisme résolu. Lucien Bouchard, qui représente un peu l'hésitation des Québécois entre la souveraineté et la société distincte, qui finalement font le choix de la souveraineté. Mario Dumont, le ralliement d'une frange de l'autonomisme conservateur
au nationalisme souverainiste, mais plus largement les partenaires sociaux, la Fédération des femmes, le mouvement national, les syndicats. Pourriez-vous nous dire un mot sur l'état de la coalition en 95? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on est capable de mobiliser autant? 94% de taux de participation. Qu'est-ce qui a fait en sorte que la mobilisation a été aussi grande en 95? Est-ce que cette coalition-là embrassait vraiment tout le spectre du nationalisme québécois? Pratiquement tout le spectre, avec bien sûr des faiblesses considérables du côté des ce qu'on appelait à ce moment-là les communautés culturelles, où là les forces indépendantistes étaient pour le moins très clairsemées, mais dans l'ensemble, la coalition a regroupé vraiment les forces vives. L'ensemble des forces vives, moins la frange de collaborateurs, la cinquième colonne, de l'élite économique qui avait profité largement de la Révolution tranquille et qui, à cette occasion-là, avait choisi de cracher dans la soupe. Et c'est l'ironie de la chose, puisque une partie des gens que les programmes autonomistes du Parti québécois Première Manière avaient mis au monde se sont retournés contre ceux qu'ils avaient mis au monde. Et essentiellement, la coalition va, bien entendu, réussir temporairement à approcher la condition québécoise sous l'angle de l'intérêt national et non pas sous l'angle de telle ou telle revendication corporatiste, de tel ou tel élément conditionnel pour un projet de société X, Y ou Z. Pendant une courte période, le débat s'est fait sur il est dans l'intérêt vital du gouvernement de faire en sorte, non pas du gouvernement, mais du peuple québécois, de faire que son gouvernement ne soit au service que de ses intérêts nationaux. Alors, je vous relance sur cet élément de coalition qui me semble fondamental. Alors, vos lecteurs vous savent critiques de Lucien Bouchard, par exemple, qui n'est peut-être pas votre personnage préféré dans la coalition. Pourtant, est-ce qu'on peut pas dire que les trois chefs, Parizeau, Bouchard et Dumont, réussissent chacun à leur manière à rejoindre un segment de l'électorat que les autres ne pourraient pas rejoindre? C'est-à-dire, Parizeau rejoint le segment indépendantiste résolu, Bouchard réussit à rejoindre les flageolants et à les amener dans le camp du oui, Dumont réussit à crédibiliser l'option chez les autonomistes qui autrement ne se seraient pas reconnus en elle, il venait du Parti libéral directement. Est-ce qu'on veut dire que les trois chefs réussissent à parler à chacun d'une des teintes, d'une des dimensions du nationalisme québécois? Et ensuite, peu à peu, après la défaite, le commentaire de la défaite, je vous amènerai sur les suites du référendum. Ben, clairement, ça fonctionnait. On ne peut pas faire l'indépendance sans rallier des gens qui, jusque-là, n'y ont pas adhéré. Cette idée de la coalition pour le oui a fonctionné. Cependant, elle avait un prix. Et c'est ce prix-là qu'il a fallu payer, et il a été très élevé, surtout à la suite du non. Ce prix, c'était, encore une fois, de fournir à une aile autonomiste qui s'était ralliée, mais qui n'en pensait pas moins que c'était dans le dialogue avec le Canada qu'il fallait orienter le développement du Québec. Et, encore une fois, c'est cette idée de l'ultime dernière chance, de toujours reporter le moment de la rupture, de ne pas se poser dans l'altérité pleine et entière. Alors, on le sait maintenant, Bouchard et Dumont ont poussé très très fort sur cette idée que un oui ne nous engageait pas encore vraiment dans une dynamique politique. Ce oui-là nous autorisait encore une fois à demander au Canada de se conduire équitablement comme un partenaire de négociation. C'était une erreur monumentale, mais c'était effectivement le retour en force de l'ambivalence de ces deux personnages et des courants qu'ils réussissaient à faire brasser. Et clairement, on l'a vu par la suite, il devenait évident que Bouchard, prenant la succession d'un Parizeau qui démissionne
précisément parce qu'il n'y a pas de plan B, hein, s'il avait, avec son gouvernement, préparé les choses et s'il avait fonctionné dans une logique du conflit des légitimités, ben, il aurait pu déployer une série de moyens, à commencer par ceux de ne pas reconnaître le résultat obtenu frauduleusement devant des conduites aussi ouvertement illégales que celles que le gouvernement du Canada avait fait dans les 2 dernières semaines de la campagne. Mais n'ayant pas de plan B, il n'avait pas d'issue. L'aile de négociation prenait le dessus. Et plutôt que de subir le supplice de la goutte et d'avoir à continuellement surveiller ses arrières parce que les raisonnables, les pragmatiques, les partisans de la négociation puis du dialogue avec le Canada lui auraient tiré dans les jambes continuellement. Alors, il a tiré sa révérence. C'est je pense, une erreur stratégique monumentale qui n'est pas celle uniquement de Jacques Parizeau, mais qui est celle du mouvement indépendantiste. Et ça nous a valu par la suite le sabotage, et c'est la 2e fois que ça se produisait, le sabotage de la conjoncture par un premier ministre velléitaire. Robert Bourassa avait sapé la conjoncture. Rappelons-nous que la fameuse déclaration de Robert Bourassa, le Québec est libre de disposer de lui-même, etc. À ce moment-là, l'adhésion à la souveraineté monte à 72-73% dans les sondages. Tout le monde pense que Bourassa peut devenir le père de la nation. Il va évidemment reculer devant des pressions, puis peut-être aussi une faiblesse de caractère, et ça va le conduire à littéralement dévoyer et saboter la dynamique politique. Bouchard fait pareil. Au lendemain de 95, il est aux commandes. Le gouvernement canadien est convaincu que si Bouchard fait un référendum dans l'année 96, qu'il va gagner. Bouchard va refuser d'ouvrir le conflit des légitimités. Il va lui-même multiplier les déclarations pour minimiser les exactions, pour continuer de reconnaître le gouvernement canadien comme un gouvernement légitime, même s'il s'était comporté comme une force d'occupation. Alors, Bouchard est devenu l'allié objectif d'Ottawa. Il a littéralement consenti à abandonner l'initiative, à laisser à Ottawa tout le champ libre, et Ottawa ne s'en privera pas. Alors, je me permets justement de vous relancer sur cet élément particulier. Une brève question, une brève réponse aussi, parce que je vais vous en poser une dernière ensuite. Il nous reste peut-être 8 minutes. Brève question, il y a quelque chose dans le post-95, dans la défaite, on le sait, le résultat, 49,4 pour le oui, 50,6 pour le non, 94% de taux de participation, le 61% des francophones pour le oui, 99% des anglophones pour le non, 95% des allophones pour le non. On connaît le résultat. Le Canada a peur et va déployer le plan B. Alors, pourriez-vous nous dire très rapidement ce que ça représentait, le plan B, et est-ce qu'il a réussi? Est-ce que le plan B a été une réussite du point de vue d'Ottawa? Le plan B, c'est le déploiement de la logique d'occupation. Et ça se passe en 3 moments. Le premier, c'est l'intervention financière. On va asphyxier les finances du Québec. On va montrer qui c'est qui mène. Et ça va se traduire, ça, par toute une série de mesures de recalcul, de la péréquation, de manœuvres sur l'assurance chômage, de redéploiement de transfert social canadien, enfin, toute une série de mesures qui vont réduire les moyens financiers de la province de Québec. Deuxième volet, le volet juridique, encarcaner la démarche telle que les souverainistes péquistes l'ont posée depuis le début, avec les dispositifs qui vont en appeler à la mise sous condition de la démocratie québécoise, avec le renvoi à la Cour suprême, la définition des conditions de négociation. Tout ça se passe évidemment pour consacrer la légitimité de ce qui est essentiellement un tribunal étranger qui interprète une constitution illégitime. Mais ça marche.
l'élite politique québécoise ne veut pas affronter le terrain juridique, pas plus qu'elle ne veut affronter le terrain économique. Et finalement, le troisième volet du plan B, c'est la guerre psychologique, c'est l'offensive sans précédent d'une campagne permanente de propagande visant à saboter tous les mécanismes de la cohésion nationale des Québécois, à commencer bien sûr par le brouillage de tous les repères symboliques. Et l'instrument par excellence pour ça, bien sûr, c'est la doctrine du multiculturalisme. Ces trois éléments-là charpentent encore aujourd'hui notre vie politique. Alors, on en arrive à la fin de cet entretien. Vous nous avez rappelé l'importance de l'efficacité, finalement, du plan B qui était capable d'imposer ses codes dans la société québécoise, dans une société québécoise qui a accepté d'évoluer dans un régime symbolique qui lui était de plus en plus hostile. Nous sommes en 2020. Le référendum, c'était il y a 25 ans. Certains ont vu dans l'élection de la CAQ une occasion de renaissance d'un nationalisme qui, certes, n'est pas indépendantiste, mais qui au moins réaffirmait la légitimité de l'identité québécoise. Certains voient venir une crise de régime, possiblement autour de la question de la laïcité, peut-être même autour de la question de la langue tôt ou tard, lorsque les Québécois prendront conscience de leur régression démographique à l'intérieur même, de régression démographique du fait français au Québec. Le portrait peut sembler pour plusieurs pessimiste pour les indépendantistes. Est-ce que vous croyez néanmoins que l'idée d'indépendance peut renaître? Croyez-vous qu'elle va renaître? Croyez-vous que le Québec, un jour, sera indépendant? Oh, très certainement. L'idée d'indépendance, c'est une exigence existentielle. Il n'y a aucun peuple pour qui la minorisation est une voie d'émancipation. Ça ne sera pas le cas pour le Québec que pour n'importe qui d'autre. Et évidemment, nous vivons dans un régime qui a désormais la conviction profonde et la politique conséquente que la question québécoise est réglée. Et le programme du gouvernement canadien, c'est de finir la besogne, de nous cantonner à tout jamais dans la posture du minoritaire consentant. Et l'autonomisme de la CAQ, même s'il a provoqué un certain retour, au moins, de quelques éléments de légitimité et de légitimation de notre existence nationale, est, malgré tout, un programme politique essentiellement dépendant. Il est à la remorque. En fait, l'autonomisme, c'est un brevet canadien, essentiellement. C'est ce que le Canada est prêt à tolérer, une rhétorique à laquelle il ne fait que des concessions accessoires et superficielles. La CAQ se fait dire non toutes les fois qu'elle a une demande le moindrement substantielle, et ça ne changera pas. Les indépendantistes ont le devoir maintenant de faire une critique incessante du régime dans toutes ces manifestations et de faire comprendre aux Québécois leur intérêt national, et ce faisant, quand ils auront une conscience claire de leur intérêt national et que la démonstration en sera faite par des propositions politiques conséquentes, il ne fait aucun doute dans mon esprit que le peuple québécois va se choisir lui-même. Alors, sur ces paroles qui sont sous le signe de l'optimisme, Robert Laplante, je vous remercie pour ce retour sur le référendum de 1995 et au grand plaisir de vous recevoir à nouveau à l'émission une autre fois. C'est toujours agréable. Au revoir. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.